Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, retour dans les musées, ça nous fait du bien. Visite en images du Swiss Award Presse Photo au château de Prangin. Ensuite, direction Nyon à l'atelier photo pour découvrir l'exposition photographique de 5 photographes de la région. Et en fin de semaine, entretien avec le secrétaire général de Paléo, Mario Fossati. Évidemment, on aborde la question du festival pour cet été. Paraît qu'il y a quelques solutions. Le château de Prangin présente à nouveau le Swiss Award Presse Photo. Depuis 1991, les photographes du pays se rassemblent autour du concours. L'exposition est à voir jusqu'au 21 février. Découverte en images en compagnie de Marie-Hélène Pellet, conservatrice au Musée national suisse. Cuvée 2020, mais c'est évidemment les photographies de presse de l'année précédente, 2019. Je crois que le message cette année, enfin la cuvée 2019, c'est cet espoir qui est porté par ces jeunes et qui ne sont plus d'accord d'accepter des conditions souvent évidemment complètement antidémocratiques. Le gagnant est un roman, donc on est d'autant plus heureux de ça. Donc c'est Yves Lerèche qui s'est intéressé. C'était un mandat, il faut le rappeler, une commande de l'illustrer par rapport à... Enfin, il devait faire un reportage sur la grève des femmes du 14 juin 2019. Et en fait, il avait la mission finalement d'observer plutôt les pancartes, de cibler sur les textes. Mais lui le dit, ça l'intéressait, oui, mais en même temps, il avait envie de saisir en fait les sentiments, la colère, la protestation chez ce jeune public. Et je pense qu'il l'a très bien saisi avec la photo gagnante. On sent cette expression vraiment de détermination, de colère chez ces jeunes femmes. Personnellement, j'aime beaucoup cette photo qui a eu le 3e prix actualité de Jan Ernzeller. Christine Lagarde, on sait qu'elle a été ministre de l'économie, puis après du Forum économique mondial, donc elle est quand même pour une société où il y a une espèce de croissance économique, alors que Greta Thunberg, c'est le contraire. Mais en même temps, on sent un certain respect mutuel dans cet échange de regards prolongé. Voilà, la force de 2 femmes. Et qui se respectent. Donc je trouve très beau, très belle cette image. Une thématique peut-être qui revient malheureusement, je dirais aussi d'année en année, que ça soit dans Swiss Press ou World Press, comme on le verra, c'est les problèmes climatiques. Une photographe, Claudia Schildknecht, qui a eu le 2e prix donc, dans l'étranger et qui tire la sonnette d'alarme, ça fait longtemps qu'on en parle, par rapport à la mort de la barrière de corail. Ça a l'air c'est très doucement amené, mais en fait le constat est terrible. Là, on tombe de l'étranger aux histoires suisses, que j'aime particulièrement, j'aime beaucoup ce reportage. Ça nous apprend beaucoup sur les traditions paysannes. Et donc là, les 2 photographes, René Ruiz, Monique Coulin, se sont amusés à reconstituer cette vie en commun entre animaux et propriétaires. Autre photographie, reportage sur le passé aussi, un destin amusant, ça c'est aussi voilà, les aléas de la vie. Ce monsieur dont on voit que les mains, c'était en fait un paysan qui a travaillé très longtemps avec ses mains, mais d'une façon manuelle, et pris d'amour pour la calligraphie, il a décidé d'en faire son métier, c'est-à-dire qu'il rédige des lettres d'amour, ça peut être un contrat de mariage, toutes sortes d'écrits que les gens lui demandent de réaliser avec une plume à l'ancienne, vraiment la tradition. Donc je trouve cette reconversion très originale de cet agriculteur qui travaille toujours avec ses mains. Mais finalement, là, c'est pour un autre but, finalement. On dit toujours que la photographie de presse, une bonne photographie de presse, c'est une photographie qui a un contenu informatif fort et qui est esthétique. Et je trouve que ce reportage, d'ailleurs, qui a été primé dans la catégorie Histoire suisse, remplit bien ces 2 aspects. On apprend ici que 700 000, et là moi je tombais des nues, Suisses sont en deçà du seuil minimal de vie. Ici c'est une association bâloise, Schwarzer Peter, qui en fait soutient ces personnes marginalisées parce qu'appauvries. Alors par exemple ici on voit un salon de coiffure où plusieurs personnes se retrouvent ensemble et je trouve que c'est une belle image de solidarité. Il y a vraiment un partage et c'est à saluer ces associations.
Après le Swiss Press Photo, on s'intéresse désormais au World Press Photo. L'année 2019 a été marquée par une série de manifestations où les jeunes ont manifesté notamment en faveur du climat ou des droits civiques. Visite en compagnie de la conservatrice du musée, Marie-Hélène Pelé. J'ai le plaisir de vous présenter certains reportages de l'édition 2020 de World Press Photo. Ici, c'est une thématique qui est quand même très violente, bien sûr. C'est l'extermination, en fait, le génocide qu'a subi une population maya du Guatemala. On raconte vraiment toute une histoire et toute sur une longueur de plusieurs années. Un projet aussi intéressant à saluer, c'est en fait un photographe qui est d'origine en fait algérienne. Alors par le biais notamment du football, où en fait parce que les jeunes en Algérie n'ont peu d'avenir, ils ont l'impression d'appartenir à une communauté et d'avoir une identité, mais ça n'empêche pas que dans beaucoup de cas, ils sont descendus dans la rue. En fait, ils descendaient chaque vendredi pour manifester. Donc très beau reportage aussi sur un long terme où on voit toute une ambiance de ce pays qui se réveille finalement. Et puis, je pense qu'on ne va pas échapper à la photo gagnante. Donc, c'est assez émouvant. La composition est très belle. On voit ces deux visages en arrière-plan qui regardent et tout converge vers ce jeune homme qui est un peu une espèce de porte-drapeau, porte-voix identitaire de toute cette jeunesse qui conteste. Cette photo est, je trouve, impressionnante dans la composition. On ne comprend pas très bien d'ailleurs où elle se situe entre le ciel et la terre. Et en fait, c'est tout un nuage de fumée suite à des incendies. Vous vous en souvenez sûrement, l'été 2019 en Californie. L'être humain est tout petit dans cette nature qui s'est déchaînée. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sauver de ce bout de terre qui reste encore vert? Mais tout à côté, en fait, ça a déjà brûlé. Là, on a vraiment un exemple de photographie de presse, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est des photos de femmes qui, on ne sait pas, on pourrait broder un tas d'histoires. Je trouve que c'est tout en pudeur, ce reportage, mais ça dit beaucoup. Les légendes nous en apprennent, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Ce sont des femmes en Biélorussie. Il faut savoir que c'est un État où, en fait, la loi est très souple par rapport à l'interruption de grossesse, IVG, mais en même temps, pour ces femmes, c'est encore tabou de l'avoir pratiquée. Alors là, c'est un reportage aussi qui en lit long sur les États-Unis. C'est les contrastes qu'on peut trouver aux États-Unis, même si c'est peut-être un peu cliché. C'est un gros problème de société, donc cette société des excès. Il y a des gens qui sont prêts à payer 400 $ même pour juste pouvoir donner un biberon à un tigre, et puis voilà, comme si c'était un peu un jouet. Donc là, c'est une sonnette d'alarme qui est tirée par le photographe. Alors là, c'est un joli reportage sur en fait, des jeunes filles. C'est un programme qui est mis en place aussi avec la FIFA, l'Union du football, pour permettre aux jeunes filles, en fait, grâce au sport, de prendre confiance en elles. Une mise en abîme assez jolie, parce que c'est une mère qui regarde sa propre fille jouer au foot et nous, on la regarde regarder. Alors là, c'est une photographie mythique, enfin, un peu que connaissent sûrement les fans de basket. Au moment où Léonard, le joueur, au moment où ça sonnait, c'était la fin du match, il a pu viser le panier et en fait son ballon a touché 4 fois, enfin a fait le tour du cercle du panier, mais il a passé et grâce à ce point, son équipe des Raptors, donc canadienne, a gagné le championnat de la NBA, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, et donc c'est mythique, c'est un moment. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est de voir la tension qui habite chaque spectateur, aussi bien les joueurs, mais les spectateurs, ils sont suspendus à ce résultat de ce ballon. Va-t-il passer, va-t-il pas passer? On a l'impression qu'on vit le moment en même temps que le public. Ce sera désormais une tradition. À chaque Noël, l'atelier photo présentera une exposition collective. Cette année, le travail de 5 photographes est mis en avant entre nature, paysage ou mosaïque. L'ensemble des dons sera versé à la Fondation Cécile Pellichet. J'ai connu ça à Bienne, à l'époque quand j'étais photographe à Bienne, où le Photoforum Pascar faisait une exposition de Noël. Je me suis dit, mais pourquoi pas inviter des photographes de la région et ensuite essayer de vendre un maximum de photos
pour donner l'argent en fait à une œuvre de bienfaisance. Tout le monde a été d'accord quand on a dit qu'on donnait les bénéfices des ventes à la fondation Cécile Pellichet. Donc je suis ravi et j'ai l'intention de continuer ça chaque année. Beaucoup de variantes de photos différentes, enfin comme vous pouvez le voir, il y a du paysage, il y a des photos d'animaux, il y a des photos de glaciers, il y a du Polaroid, il y a des transferts de Polaroid, il y en a un peu aussi pour toutes les bourses effectivement, donc ça commence à des prix qui sont relativement bas à 150 francs, jusqu'à une photo que je ne dévoilerai pas, mais qui a un modèle unique à 1800 francs. Quoi. Donc, voilà. Essayez de la trouver à la maison. C'est des mosaïques de Polaroid, de mes sujets favoris qui sont la montagne, le lac et l'architecture. Je m'intéresse au réchauffement climatique et à la rétraction des glaciers qui me choquent parce que justement le réchauffement climatique se voit beaucoup plus sur les glaciers en altitude qu'en plaine. Et en tant que Suisse, je pense qu'on n'a pas assez de conscience de ça. Et le but de ce développement, c'est de faire un développement d'une ancienne méthode, le développement au charbon, qui utilise évidemment l'élément qui pollue notre société, qui pollue notre environnement, pour parler de la pollution de l'environnement. Donc en fait, c'est un processus qui est derrière la photographie, qui parle de ça. Je suis photographe de nature. Pour cette expo-là, j'ai principalement choisi l'Afrique. Toutes les photos présentées ont été prises dans le Masai Mara au Kenya. Toutes mes photos sont prises en pleine nature, rien n'est monté, rien n'est contrôlé, aucune de mes photos n'est faite avec un montage quelconque. La bonne photo, pour moi d'abord, c'est un regard. C'est un regard permanent, c'est une conscience et c'est une permanence. Et elle doit bousculer. C'est pas juste une image décorative qui est descriptive, ça va bien plus loin. Une photo doit émouvoir, dire quelque chose à la personne qui regarde. C'est l'occasion pour Noël, mais on pourrait le faire dans n'importe quel moment de l'année. Déjà, c'est très intéressant à l'initiative d'Olivier Evard de l'atelier photo, de promouvoir déjà notre travail, donc ce qui nous fait déjà évidemment énormément plaisir, et puis en plus pour une bonne cause, ce qui fait vraiment, c'est génial, quoi. Quel avenir pour Paléo? Afin de garantir la continuité du Paléo Festival Nyon, les organisateurs travaillent sur plusieurs variantes pour l'édition 2021. On en parle avec le secrétaire général, Mario Fossati. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'enjeu, évidemment, c'est de trouver des variantes Covid compatibles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une incertitude totale concernant l'été prochain. On le voit encore actuellement. On est déjà dans une incertitude même pour la semaine prochaine. Donc, on continue à avoir l'espoir de pouvoir faire le festival tel qu'on le connaît l'été prochain, mais avec quand même pas mal de craintes quant à l'impossibilité de le faire. Donc, mais si on prend un thermomètre, où est-ce qu'il est le baromètre? Plutôt vers le bas. Aujourd'hui, plutôt vers le bas. Les derniers mois nous ont plutôt appris à être pessimistes, je dirais, puisque ça a toujours été pire que ce qu'on imaginait. Donc oui, aujourd'hui, plutôt vers le bas. Mais il y a encore un espoir, avec le début de la vaccination, etc., on doit garder l'espoir. Par contre, en attendant de savoir, on est obligé de travailler sur un événement Covid compatible, autre, une alternative. Alors on va en parler d'ici quelques instants si vous le voulez bien, mais est-ce qu'on parle là de la survie du festival? On parle de la survie, on parle aussi de notre responsabilité, je pense. C'est-à-dire que au-delà du festival lui-même, on est une communauté. On a 5000 bénévoles, on a 450 fournisseurs à peu près. On travaille avec les associations locales, notamment qui viennent tenir les bars. Donc, vis-à-vis de toutes ces personnes, on se doit d'essayer de trouver des solutions, de faire quelque chose l'été prochain. Donc, c'est notre survie à nous, mais c'est aussi je dirais la vie de cette communauté qui est autour de Paléo. Ouais, de toute une région surtout. Alors, la semaine dernière, vous avez envoyé une lettre à vos bénévoles. Vous expliquiez justement étudier une variante pour l'été prochain. On peut y lire une formule réduite qui pourrait être compatible avec les contraintes sanitaires requises. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la première chose, c'est un événement beaucoup plus petit.
Je ne sais pas si quand on voit les images de Paléo des années précédentes, c'est une foule de 50 000 personnes. C'est inimaginable aujourd'hui de se projeter dans une telle foule, dans une logique Covid. Donc, si on se base sur ce qui était la situation en septembre en termes de règlement des autorités, on pense que ça doit être un événement beaucoup plus petit, peut-être de quelques milliers de spectateurs. Ça, c'est la première chose. Et puis, qui dit un événement plus petit, mais vu la taille de ce qu'est Paléo normalement, un événement qui se durera sur plusieurs semaines. On n'a pas encore défini précisément combien de semaines ni la taille exacte, mais voilà, on va dire c'est plus petit, plus long. Est-ce que la musique reste au centre? Est-ce qu'on aura des concerts? Bien sûr, c'est au centre. Alors là aussi, on doit réfléchir peut-être à des formules différentes de concerts, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager de faire un concert dans lequel le public serait debout, en train de danser, malheureusement. Donc, on doit imaginer des événements qui se prêteraient à un public qui serait assis, placé dans la salle, assis. Et donc, ça ne veut pas dire que la programmation qu'on avait prévue et qui est toujours en cours pour l'été prochain serait caduque. Simplement, ça impliquerait des discussions avec les artistes pour voir comment on adapte les formules de spectacle à ce type de configuration. Alors évidemment, on pense à Céline Dion qui avait confirmé sa venue. Est-ce qu'elle sera là? Pareil, on est en discussion avec Céline Dion et elle-même probablement, enfin son management en discussion avec tous les organisateurs de festivals et des gestions de stades et autres qui devaient composer sa tournée l'année prochaine. Et pour l'instant, on a convenu de se reparler en début d'année prochaine pour faire un état de situation. Oui. État de situation en février. Normalement, à cette date-là, vous finalisez la programmation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la programmation? Est-ce que c'est une programmation plus locale, plus suisse, plus régionale? Les incertitudes s'appliquent aussi à l'aspect programmation, c'est-à-dire que actuellement, les grandes tournées internationales ne sont pas possibles. Les artistes ne tournent pas. D'une part, parce que dans la plupart des pays, c'est pas possible de monter sur scène, simplement. Mais même, il y a une telle différence de législation. Les quarantaines, imaginez, vous êtes en tournée, mais chaque fois que vous passez une frontière, vous passez 2 semaines de quarantaine. C'est inenvisageable. Donc, pour le moment, tout est réservé de ce point de vue-là. On a quand même l'espoir de pouvoir faire venir des grands noms, même dans une formule qui serait Covid-compatible, bien sûr. Alors aujourd'hui, sachant que tout change un peu au jour le jour, des contradictions aussi entre le canton et la Confédération, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes à Paléo? Je dirais un état d'esprit plutôt créatif, parce que finalement, même sans savoir ce qu'on pourra faire l'été prochain, c'est assez stimulant de repenser entièrement le modèle. Ça implique de tout revoir. On a un festival qui s'est peaufiné en 44 ans, et là, soudainement, on met toute l'organisation à réfléchir sur un événement qui n'existe pas encore. C'est-à-dire on doit garder l'esprit Paléo. On change sa manière de travailler, on change les gens avec qui on travaille peut-être aussi? Pour l'instant, on change notre méthode de travail, effectivement. On n'est pas dans le flux habituel des cycles de préparation du festival, mais on travaille plutôt dans une logique de projet. Donc ça change un peu la manière de travailler, y compris qui travaille avec qui. Selon les projets, on doit mélanger les équipes. Donc, mais c'est assez stimulant. Et on a appris à vivre avec cette incertitude. Comme tout le monde, j'imagine, mais on a appris à vivre avec. Ouais. Et puis, dernière question, on avait entendu parler du réaménagement du Paléo, des nouveautés aussi, des nouvelles scènes. Est-ce que, justement, vous en tenez compte dans cette version, peut-être dans cette variante qui sera appliquée au Paléo, ou est-ce que là, tout tombe à l'eau? Dans cette nouvelle version, c'est clair que l'urbanisme, là c'était le mouvement inverse, c'est-à-dire que le festival qu'on avait prévu de faire et qui pour l'instant est reporté, c'est un festival où l'urbanisme était entièrement transformé et la surface était plus grande. Donc là on va plutôt dans le mouvement inverse puisqu'on va réduire la taille. Donc des idées oui par contre, certaines des idées qui étaient mises en place ou des discussions qu'on avait par rapport au festival prévu s'appliquent dans un événement Covid compatible, puis des nouvelles idées aussi apparaissent parce que pour garder l'esprit Paléo, mais dans une formule Covid, ça demande d'être assez créatif et de trouver des solutions. Donc, Et parce que je vois que vos yeux brillent, pour nous donner peut-être un peu envie, garder l'optimisme, une bonne idée comme ça que vous avez gardée. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit cadeau de Noël? Allez. Ce qui est sûr, c'est que dans un événement comme celui-là, on va mieux utiliser le festival et donc
au bord de l'As, qui est une rivière avec un cordon boisé. Il y a les deux côtés. Alors, les gens qui ont la chance d'être VIP ou de faire partie de la presse comme vous connaissent les deux côtés de la rivière, le public pas. Donc, dans le projet actuel, par exemple, si on devait avoir cet événement Covid compatible, je pense qu'on ouvrirait beaucoup plus. On remettrait la rivière au centre du festival pour le public. On travaillerait probablement sur d'autres offres. On réfléchit à que ferait-on pour les enfants, par exemple? Que ferait-on dans d'autres domaines qui ne sont pas strictement musicaux? Il y a une tradition des théâtres de rue à Paléo. Je pense que ça sera une part aussi assez importante de ce qu'on proposerait aux gens. Donc voilà. Mario Fossati, secrétaire général de Paléo. On se retrouve donc en février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Vous le savez, à très vite pour plus de culture et plus d'aventures.